Troisième partie. 3. On rentra. La cour avait des feuilles, leur ombre, à peine bleue, tremblait sur le sol. Les grands ormeaux qui d'abord s'étaient fleuris jusqu'au faîte d'une mousse violette, puis, ornés de 1000 sequins verts, laissaient neiger sans cesse leurs graines prises dans une écaille. Les garçons, chaque jour, après 5 heures, ramassaient ces graines à la pelle pour les emporter dans une brouette. Le bruit de leurs balais nous venait en étude avec le cri des moineaux. Il faisait déjà chaud. On ne jouait plus au ballon que la veste enlevée et la figure vite rougie. Certains se groupaient au pied des arbres pour lire ou se montrer des albums de timbres rapportés des vacances. Presque tous étaient revenus avec de nouveaux habits. Méjean portait un complet de drap gris et un chapeau de paille. Rupert, un costume de coutil. Bereng se parait de cravates claires qu'il échangea bientôt avec Calvat contre un canif. Aucun ne différait de prendre les vêtements donnés pour l'été par la famille. La cour en avait un air de fête, mais les externes s'y distinguaient encore par leur col blanc, le nœud soigné de la lavallière, par leurs souliers mieux cirés aussi. Il y avait un nouveau dans notre étude, un garçon de 12 ans d'une grande beauté de visage, mais que l'indolence de son regard rendait sans attrait. Il fut, comme je l'avais été, l'objet d'une curiosité dont son indifférence le délivra promptement. Aux récréations, il restait adossé contre un arbre ou assis au seuil d'une classe, les yeux vagues, les mains posées, paumes ouvertes, à côté de lui. Je dus lui céder ma place selon le désir de M. Laurin qui me mit au fond de l'étude parmi les élèves de 5e, à côté de Mouque et près d'une table où Rupert était seul. Charlot demanda inutilement à me suivre. Le soir, à dîner, il me conta que son voisin, qui s'appelait Daunis, possédait de l'encre dorée avec laquelle lui, Charlot, pouvait écrire son nom sur ses cahiers. Le nouveau s'en était peint les ongles et avait encore laissé Charlot l'imiter. Je fus satisfait de ma nouvelle place. Mouque, ses devoirs terminés, voulait bien me faire mes problèmes. Il travaillait avec de larges lunettes destinées à rectifier un défaut de sa vue. Mais c'est par-dessus leurs verres qu'il me regardait lorsque je lui adressais la parole. Cela le vieillissait et m'intimidait un peu. Dès le premier soir, il crut devoir me prévenir de ne pas m'illusionner sur mon changement de place, et que je n'en resterais pas moins en 6e pour être venu près de lui. À ma droite, Rupert demeurait longtemps absorbé sur le texte de ses devoirs. Il mâchait fortement l'extrémité de son porte-plume qu'il essuyait ensuite sur la table comme un pinceau. Il écrivait peu et fort vite. Cependant, il se tenait sage et se contentait de faire passer un billet à Mouque lorsqu'il renonçait à résoudre quelque difficulté. Celui-ci haussait les épaules et disait n'avoir pas le temps de s'occuper d'autrui. Puis il finissait par faire ce qui lui était demandé en jurant que cette complaisance serait la dernière. Comme je les séparais, je dus me charger des messages. Rupert toussait légèrement et jetait le papier plié sous mon banc, où il me fallait l'aller chercher pour le remettre au destinataire. Il semblait m'ignorer quand, à mon tour, je lui faisais passer la réponse que j'avais soin, en me penchant, de déposer sur sa table. Il ne me remerciait pas même d'un regard. Quelquefois, il m'appelait et m'ordonnait de prévenir Mouque, avec qui il causait par-dessus ma tête penchée. Je vis un jour Calvat, qui ramassait les papiers froissés, lui pincer une jambe, sans obtenir le cri qu'il espérait. Rupert se contenta de repousser le petit, qu'il fit rouler par terre et ramena son mollet pour le frotter, en continuant de lire. Rupert se trouvait encore à mon côté, au dortoir. Chaque soir, dès le signal donné, je le voyais sortir du rang, venir à son lit et se dévêtir avec adresse. Il enlevait sa veste, une chemise souple, et massait un instant son torse nu. Je m'étonnais qu'il ne portât pas de gilet de flanelle, mais à la remarque que je lui en fis, il répondit qu'il les laissait aux femmes, et j'eus honte du mien qui était long avec des manches. Dès avant Pâques, il avait demandé à M. Laurin la permission de se laver le haut du corps avant le coucher. Mais cela ne pouvait se permettre et il se contentait d'un massage et de quelques mouvements de bras, toujours vite interrompus par le maître qui craignait de voir se généraliser une gymnastique déjà imitée par Méjean, Mouque et Bereng. La chemise passée, il sautait au lit et, tourné de mon côté pour éviter le rayonnement de la veilleuse, il attendait le sommeil qui ne tardait pas à le venir prendre. Pendant ce temps, je me déshabillais moi-même, sans rapidité, ne sachant pas dépouiller d'un seul coup caleçon, bas et culotte, et aussi
parce qu'avant de retirer ma chemise, je m'assurai que mon scapulaire fût bien dissimulé. Le réveil nous était signifié dès 6 heures par la cloche de la cour, longuement sonnée. Un peu avant, M. Laurin laissait l'alcôve dans laquelle nous l'entendions quelquefois s'habiller, et faisait les 100 pas dans le dortoir où l'habitude, le jour naissant et le dernier passage du veilleur nous réveillaient à peu près tous. Il frappait 3 coups au premier appel de la cloche, et aussitôt chacun bondissait de son lit pour passer sa culotte et courir prendre place au lavabo près duquel le nombre insuffisant des robinets forçait les moins prompts à l'attente. Mon retard était le même qu'au coucher. J'en profitai pour regarder, sous la buée des vitres qu'il était défendu d'essuyer, le ciel s'éclairer au levant de traînées pourpres dont les milliers de gouttelettes couvrant le verre s'irisaient. On bâillait dans l'air lourd d'haleine mêlée, et, bien que le maître y veillât, certains ne s'étaient mouillés qu'à peine la figure à l'ordre donné de descendre. Beaucoup d'entre nous pourtant se lavaient bien, et cela même empêchait les autres. Bereng, Méjean, Terrouet, malgré des punitions reçues pour ce motif, retournaient les robinets de telle sorte que l'eau jaillit sur leurs visages qu'ils frottaient à 2 mains. Rupert, enfilant sournoisement ses culottes avant le signal du lever, se trouvait des premiers au lavabo, ainsi que quelques autres qui usaient aussi de ce stratagème. La chemise ouverte, les manches troussées, il se couvrait de savon les bras, le cou, la face, la tête, et gardait tout le jour, jusque dans ses cheveux ras, une odeur de lessive. Le grand Charlot craignait l'eau froide. Son frère se faisait un masque de mousse savonneuse et grimaçait pour qu'elle n'entrât pas dans ses yeux, ni dans sa bouche. Il fallait surveiller Calvat, peu soucieux de toilette, et Ravet qui mouillait sa serviette et revenait simplement l'étendre sur la tringle au pied du lit de fer. Beaucoup ne faisaient que le strict nécessaire et négligeaient le soin de leurs dents. Dès le premier jour, on s'aperçut que le nouveau se serait volontiers dispensé d'un grand nettoyage. Il avait fallu le tirer du lit, et M. Laurin dut l'autoriser à demeurer après les autres afin qu'il achevât de se préparer. Il portait longs ses cheveux, qui étaient doux et légers. Il m'avait réveillé dans la nuit en appelant sa mère. On ne fermait plus l'après-midi la porte de notre classe dont le soleil chauffait le seuil. De ma place, j'apercevais les cours désertes où les moineaux se roulaient dans la poussière, se poursuivaient, où des feuilles détachées tombaient en planant. Par moments, de la classe des tout-petits, venait le bruit d'une lecture en chœur que la maîtresse scandait à coups de règle sur la chaire. L'enfant méchant, l'étang charmant, luce, russe, puce, ou encore une chanson que j'avais fini par retenir. Vole, vole, petite mouche, sur ma main ne te pose pas, car si par malheur je te touche, je le crains, tu périras, un méfait cruel offense le ciel. C'étaient presque des bébés à collerette et cheveux enrubannés, dont les sorties ne coïncidaient pas avec les nôtres. Il y avait, au mur de notre classe, un planisphère et des tableaux représentant les races humaines et les diverses parties de la fleur. Un autre montrait la mort de Cramne, fils de Clotaire, dont je ne trouvais pas le récit dans mon histoire. Au cours des mois précédents, tout cela m'avait été une distraction suffisante pour que j'oubliasse de suivre la leçon, perdu en rêve sur la mer australe ou la cordillère des Andes, mais à présent que le soleil brillait, je regardais le balancement des branches, et, par-dessus la haie, tout au fond, le mur de clôture, après lequel je savais que s'étendaient les champs. Bien que l'étude fût plus spacieuse et la chaleur décrue, M. Laurin laissait une des portes entr'ouvertes après la rentrée de 5 heures. Mais, une fois, le directeur qui nous surprenait de sa visite la fit fermer. On ne le voyait guère que pour ses inspections inattendues. Il entrait brusquement et, s'arrêtant, observait d'un coup d'œil la tenue générale. Le même mouvement nous courbait tous sur nos tables. Sournoisement, les mains habiles faisaient disparaître un livre interdit, glissaient dans un cahier la lettre commencée. Sans un geste apparent, l'ordre s'établissait, mais point assez tôt que le directeur n'en saisit quelque chose, ni que son doigt ne désignât un coupable qui se trahissait lui-même en rougissant. Il faisait ensuite, les mains derrière le dos, le tour de l'étude, rectifiait d'un signe une attitude, ouvrait au hasard un casier qui se trouvait être le plus mal tenu, et sortait
en saluant le maître resté debout. L'étude, alors, respirait. À côté de cette apparition, celle, plus fréquente et prévue, du surveillant général nous laissait presque indifférents. Le bureau de celui-ci était visible à tous. Lui-même se montrait sur le seuil au moindre bruit suspect en cours. Il assistait à la rentrée des études et des classes, surveillait le réfectoire et montait souvent au dortoir. Il nous devenait aussi familier que les maîtres. Mais une atmosphère mystérieuse enveloppait le directeur. L'entrée de son cabinet avait 2 portes, dont l'une matelassée, entre lesquelles tout bruit de voix venait mourir. Lorsque la semonce du surveillant ne suffisait pas à remettre en bonne voie l'élève dont un maître s'était plaint, cet élève se voyait appelé chez le directeur, d'où il sortait en pleurs, sans qu'on pût rien savoir de l'entrevue. L'étude en devenait silencieuse, et l'on y entendait les hoquets par quoi s'achevaient les crises de larmes. Le directeur venait encore la nuit au dortoir, réveillait un ronfleur qui tressaillait de le reconnaître, et le bruit de son passage courait de lit en lit, à mi-voix, le matin, jusqu'à ce que les plus familiers en fissent confidence au maître, qui en prenait prétexte pour nous prêcher la bonne tenue. Les soirs d'hiver, lorsqu'on pouvait obtenir de sortir, on voyait la fenêtre du cabinet éclairée et une grande ombre penchée s'y dessiner. En passant devant elle, les rangs marchaient doucement et chacun parlait plus bas. Un jour, le bruit se répandit dans la cour que le maître des moyens venait d'être appelé lui-même chez le directeur, et des groupes se formèrent pour l'en voir sortir. Mais la cloche sonna trop tôt, le surveillant prit la place du maître absent. Lorsque celui-ci revint, une grande rougeur couvrait sa face, et il marcha longtemps devant la chaire. Il s'arrêta pour écrire nerveusement une lettre qu'il dut recommencer. Ses élèves, menés de façon brusque et despotique, riaient entre eux et bourdonnaient en chœur pour témoigner une hostilité dont ils s'irritaient encore. Nous l'entendîmes crier après l'un d'eux qu'il chassa et que le surveillant vint ensuite accompagner chez nous. Le surlendemain, il partit après l'étude du matin et un nouveau maître prit la chaire à 10 heures. Il avait fait scandale en ville, dans un café. Un externe qui le sut par son père nous l'apprit. On disait aussi qu'il fumait en promenade et ne se levait pas à temps au dortoir. Ma mère m'écrivait affectueusement, mais ses lettres reprenaient peu à peu le ton grave. Elle n'y parlait plus de sa promesse de venir avec mon père. L'ennui des vacances un instant apaisé me ressaisit, je me sentais seul au milieu même de mes camarades. J'enviais Florent et Mouque qui se promenaient ensemble dans les préaux et s'asseyaient pour lire au même livre. Ils s'attendaient l'un l'autre au bas des pages et leurs fronts se touchaient. Bereng et Terrouet, malgré leur querelle, semblaient ne pouvoir vivre séparés. Les 5 ruraux partageaient leurs provisions au goûter, et les mêmes fautes se retrouvaient dans leurs devoirs faits ensemble. Je ne sais quel commerce liait Calvat et Ravet. On les trouvait, échangeant des choses qu'ils cachaient vite, et de la monnaie sonnait quelquefois dans leurs doigts. Rupert était seul assez fort pour vivre sans personne, car Méjean, qui ne le laissait guère, n'en recueillait que de l'indifférence, et n'eût pu compter sur son aide que pour se défendre contre les coups. Il jouait sans cesse, et semblait ne chérir que le ballon qu'il frappait du pied, des poings et encore de la tête. Il se plaisait à passer brusquement entre ceux qui causaient, à les prendre comme un obstacle pour tourner autour d'eux, ou à les faire s'embrasser par force en courbant leur nuque sous ses paumes. Il n'avait d'attention que pour les grands, auxquels il lui tardait de se mêler. Chez nous, il décourageait toute avance. C'est lui surtout que j'aurais souhaité pour ami. J'avais la sensation qu'il ne me voyait pas. Un jour, une averse subite nous força de nous réfugier sous le toit du préau, où nos pieds firent lever tant de poussière que les maîtres voulurent nous empêcher de courir. Ils avaient le plus grand mal à se faire entendre lorsque Rupert se mit à leur service et nous rangea tous sur une seule ligne en nous défendant de bouger. Quelques-uns s'avançant encore, il les repoussa et promit une gifle au premier qui sortirait de l'alignement. Je fis un grand pas, il frappa ma joue et passa. Je repris ma place avec moins de ressentiment que de tristesse. La rigole du préau était jaune de pollen et l'on croyait à une pluie de soufre. Une odeur chaude venait de la cour. Une autre fois, il se trouva que nous eûmes à faire la même narration que la 5e. Je vis le soir Rupert réfléchir longuement sur le texte.
et je me mis à écrire avec une ardeur affectée qui réussit à attirer l'attention de mon voisin. Il s'agissait d'un aiguilleur qui devait diriger un train sur la voie même où son enfant s'aventurait. Quand j'eus relu mes 4 pages, je les tendis à Rupert en le priant d'apprécier mon travail. Il voulut bien lire ma copie. Le lendemain, le professeur vint en étude et, constatant que nos bancs se touchaient, il sourit et signala au maître les analogies constatées dans nos devoirs. Je fus accusé d'avoir copié. Rupert devint très rouge et ne dit pas un mot. On crut qu'il craignait d'être puni pour m'avoir aidé. Le dimanche suivant, je n'allai pas à la grangère. Je suivis, comme les autres, la promenade. La route était poudreuse, sans arbres. Le soleil chaud n'y laissait d'ombre que celle d'un talus. Je m'appliquais à marcher dans cette étroite bande foncée. Je n'étais pas triste et ne regrettais rien. Une sorte d'ivresse emplissait mon cœur, et je ne l'aurais point échangé contre le doux repos qu'il m'eût été possible de goûter dans le même temps à la grangère. Autour de moi, mes camarades allaient d'un pas lourd, leurs mouchoirs en couvre-nuque. Ils cherchaient à s'attarder pour déjouer la surveillance et dérober dans les champs les cerises ou les fruits verts qui déjà chargeaient les branches. Charlot ramassait des insectes qu'il enfermait dans une boîte de pastilles percée de trous d'épingles et me montrait parfois ses captures. Soudain, Rupert me rejoignit. La marche amenait le sang à son visage. Il avait ôté sa veste qu'il portait comme un manteau. Il posa son bras sur mon épaule et nous allâmes quelque temps ainsi. En longeant un champ de vigne, la vue d'un cerisier lourd de fruits arrêta mes camarades, que le maître obligea d'avancer. Rupert me demanda si j'avais soif et sans attendre s'agenouilla comme pour rattacher les cordons de ses souliers. Puis, laissant passer quelques élèves qui nous suivaient et le maître lui-même, il bondit parmi les rangs de vignes entre lesquels il se dissimula. Il me rejoignit au tournant de la route, à la corne d'une haie, derrière laquelle il se leva comme je passais. Il fit quelques pas sans rien dire, mais bientôt, tirant une poignée de cerises de sa poche, il en emplit la mienne. Nous nous régalâmes sournoisement. Ravet seul, qui avait flairé le larcin, vint tourner autour de nous. Rupert dut acheter son silence et demeura près de moi pendant le reste de la promenade. On rentra trop tôt, à mon gré. Je ne doutais plus d'avoir gagné l'estime de mon camarade, et je ne pouvais assez me louer du procédé qui me l'avait mérité. Je rêvais, pendant toute l'étude, à la douceur que cette amitié allait mettre dans ma vie, et je fus très étonné qu'on m'appelât au parloir où Justin venait, de la part de ma tante, s'informer de la façon dont j'avais supporté la consigne. Il me trouva serein et s'en fut rassuré. Rentré en études, je vis Rupert s'absorber volontairement dans une lecture d'où je tentais vainement de le tirer. Au réfectoire, je laissai Ravet et Calvat, qui mangeaient près de moi, se partager mon dîner dont je ne voulus que le dessert. Déjà Rupert ne me prêtait plus la même importance. Il feignit de ne pas me voir en sortant pour le coucher. Je montais l'escalier du dortoir, derrière les autres, avec Daunis, dont c'était l'habitude de s'attarder ainsi. Au moment d'entrer, et comme nous touchions le seuil, je trébuchai et me retins à son épaule. Son visage se trouva si près du mien que je l'embrassai de toutes mes forces. Le nouveau maître avait bien du mal à tenir la deuxième étude. Les élèves s'étaient aperçus de la timidité qu'il cachait sous un masque sévère. Videux, célèbre chez les moyens par le cynisme qu'il faisait paraître, attirait sur ses yeux qui ne se baissaient pas les yeux de ce jeune homme pour l'obliger à détourner le regard. Il l'inquiétait en affectant de travailler en cachette et ne lui épargna aucun des tourments habituels. Nous savions ces choses par le grand Charlot qui les contait dans la cour au milieu d'un groupe. Le nouveau maître avait un long nez qu'il retrouva silhouetté à la craie jusque sur la chaire, et en l'honneur duquel les élèves se mouchaient avec excès. Il rougissait aisément et décontenancé branlait la tête. L'étude entière répétait aussitôt ce mouvement. Comme il se dominait peu, Videux le poussait à la colère en affectant la surdité contre toute observation. Il lui marcha même sur le pied en le frôlant à la sortie. Le maître faillit frapper. La division était en joie. Plus que jamais, le bruit de ses rires nous venait avec celui des murmures à travers la cloison. Dès que le désordre commençait à côté, M. Laurin promenait sur nous ses yeux inquiets. Quelque chose de la dissipation voisine se communiquait chez nous.
Ravet battait la mesure, et chacun se sentait l'envie d'imiter les moyens. L'un de nous, qui s'était bien tenu jusqu'alors, se dérangea. Un soir, il coiffa sa casquette, se fit des guides de ficelle, puis, agitant sa table, prétendit mener un attelage fougueux. L'étrangeté de sa conduite surprit M. Laurin, qui le considéra un instant et le vit si décidément hostile qu'il vint à lui. Aux questions du maître, l'élève, qui s'appelait Fortin, répondit qu'il s'ennuyait et qu'il voulait se distraire. M. Laurin examina les devoirs achevés, qu'il se fit soumettre, et autorisa Fortin à lire, bien que l'heure n'en fût pas venue. Le lendemain, Fortin recommença de se mal tenir, et la lecture permise demeura sans effet. Les menaces de renvoi n'obtinrent pas davantage. M. Laurin voulut feindre l'indifférence, mais l'étude s'intéressait au conflit, et Fortin, provoquant le rire, le maître, à bout de patience, le chassa. Il sortit avec impertinence, muni d'un billet à l'adresse du surveillant. Nous ne revîmes pas notre camarade de la journée. Le soir, nous le retrouvâmes dans son lit où il avait dîné. Pendant quelque temps, il se montra plus calme, mais tout le monde comptait sur lui. M. Laurin n'était plus qu'à peu de jours de son examen de licence et paraissait fatigué. Son endurance exercée pendant l'année s'épuisait. Il restait prudent encore dans les hostilités avec Fortin, mais il était sans indulgence pour l'innocente agitation des petits. L'un d'eux, placé près de lui, éclatait de rire à tout propos. C'était un externe de la classe enfantine, presque incolore, avec des cheveux d'albinos et des yeux d'étain. Rappelé à l'ordre, il s'appliquait à sa page, la langue à demi tirée et suivant de tout le corps le mouvement de sa main. Mais le moindre geste, une toux quelque part le détournait de la besogne, et, le porte-plume dans la bouche, il riait de nouveau, et exaspérait M. Laurin qui le chargeait d'un long pensum. Ce n'était point qu'il manquât d'attention. Je le vis si bien observer une mouche lustrant ses ailes que le maître l'appela 2 fois sans se faire entendre, et dut le réveiller d'un coup de règle sur la table qui le fit se dresser, les yeux effarés sous un battement de paupières. Les plus sages aspiraient à la détente, les récréations le manifestaient. Les actifs y restauraient les jeux violents du ballon et des barres, les autres s'allongeaient sur les marches de la chapelle. Terrouet avait organisé une chasse à l'homme, inspirée de ses livres d'aventures. Les grands, qui ne jouaient pas, s'accoudaient à la barrière et cherchaient à nous parler malgré la défense sévèrement faite. Leur maître, qui obtenait la paix en la leur donnant le plus possible, ne paraissait pas les voir, mais M. Laurin empêchait de notre côté ces conversations par-dessus l'allée et groupait autour de lui, en causant, ceux qu'il trouvait le long de la balustrade. Les grands le surnommèrent Socrate. Un long manteau qu'il portait habituellement rejeté sur l'épaule avait peut-être contribué à cela. Videux, qui marchait la poitrine rentrée et qui était blême avec un nez camard, le traita même de jésuite. Et Bereng écrivit ce nom dans le sable à l'endroit où devait passer M. Laurin. Cependant, les soirs devenaient tendres, un acacia, presque étouffé par les ormeaux, commençait à se fleurir de grappes blanches. Par son aimable visage, Daunis attirait les sympathies, mais sa nonchalance rendait vain tout essai de liaison avec lui. Il trouvait dans ses livres des billets que les grands y déposaient. Il les lisait, la tête cachée par la couverture de son atlas, et souriait sans prendre la peine de répondre, malgré le conseil que lui en donnait Courtot, placé derrière lui. Courtot avait une voix et des manières de petite fille. Il se démenait fort vis-à-vis de la grande cour, sans en obtenir beaucoup de récompense. Aussi s'intéressait-il à la correspondance de Daunis. Il osa même répondre plusieurs fois pour celui-ci en lui empruntant de l'encre dorée. Courtot avait pourtant quelque succès auprès de Bereng qui lui adressait des vers. Nous ne tardions jamais à connaître ces envois, en général des quatrains, parce que l'auteur et le destinataire les répandaient également. Il m'arriva d'en copier, la césure y était parfois inattendue. Il y en avait dans le goût de ceux-ci qui s'intitulaient Rêveries et se disaient inachevés. C'était par une nuit sereine et sans étoiles. Sur l'océan, on ne voyait aucune voile. Parfois, le cri d'une mouette, rauque et rude, réveillait les échos de cette solitude. Il s'en trouvait de plus proprement didactiques. Ces vers, à l'un de mes amis, je les dédie, afin qu'il apprenne ce que la calomnie, entre camarades, peut causer de ravages.
Surtout ne l'oublie pas, car c'est un conseil sage. Courtot ne profitait pas assez d'aussi précieux avis et se plaisait à colporter de prétendues médisances qu'il inventait à plaisir, et qui le firent surnommer la portière. Quant à Daunis, son calme et la blancheur de son teint lui valurent le nom de pain au lait, par lequel on le désigna beaucoup ensuite. Il avait la passion du dessin au point de négliger ses devoirs pour crayonner en études. On trouvait des croquis jusqu'en marge de ses cahiers et toutes les images de son histoire étaient passées au crayon de couleur. Il s'employait à cela durant les récréations et ce fut la seule chose que je vis jamais l'intéresser. Il devenait alors très beau parce que son regard s'éveillait et qu'un sourire animait sa bouche. Sa lèvre supérieure était d'un modelé si pur que je la comparais à deux ailes d'ange, et que cela me paraissait être le signe d'une sagesse que je ne possédais point. Un après-midi, il resta en étude après les autres et traça ma caricature au tableau. J'y étais de profil. L'œil, cependant, s'y voyait de face, avec une toute petite prunelle rejetée dans le coin. On me reconnut si bien à la rentrée que Courtot se hâta d'aller mettre au-dessous du chef-d'œuvre portrait de Gilles et de signer du nom de l'auteur avec le pseudonyme qu'on lui avait donné. Monsieur Laurin, qui rentrait le dernier, ne put s'empêcher de rire et s'étonna de la vérité du regard. Ce même jour, je trouvai des fleurs dans mon casier et je m'en émus. Mais je sus vite qui les y avait mises en voyant de loin Charlot me sourire et me faire signe que ce n'était pas lui. Juin passait. Les jours semblaient ne plus pouvoir mourir. Ils traînaient sur la cour, leur lueur finissante, que nous y retrouvions après dîner, car une récréation précédait maintenant la montée au dortoir, et sa durée se réglait sur celle du crépuscule. Cette récréation n'était jamais bien bruyante. Certains ramassaient les fleurs de l'acacia pour en manger le pistil sucré, ou en humer le parfum dans leurs mains emplies. La plupart, assis ou couchés sur les marches, conversaient. D'autres, plus actifs, tournaient, inquiets de quelque chose à faire. Ceux-ci imaginèrent un jour de mettre le feu à des papiers froissés dont ils avaient bourré un ormeau creux. Ravet fournit les allumettes et Rupert les utilisa. Monsieur Laurin, placé à l'écart, ne pouvait rien voir, mais Charlot, effrayé, courut l'avertir. La cour entière décida la quarantaine envers le dénonciateur. J'en fus prévenu. Cette mesure paraissait devoir être sans effet sur Charlot, qui ne se mêlait à aucun jeu. Cependant, le lendemain, les groupes affectèrent de se disperser à son approche, et bientôt, tous réunis, le huèrent. Charlot, réfugié contre la barrière, les mains aux poches, souriait avec embarras en répétant « Qu'est-ce que ça peut me faire ?» Sa blouse, froissée par l'usage, ne s'arrondissait plus autour de lui et pendait de son cou comme une serviette. Son frère n'était pas le moins prompt à le charger de reproches. Je me trouvai seul à l'extrémité de la cour. Il vint à moi, les autres le suivaient, et sa marche en était gênée. Je le vis qui s'approchait avec son sourire et son pas incertain. Je m'éloignai. Quand j'osai retourner la tête, Charlot répétait encore « Ça m'est bien égal, ça m'est bien égal ». Mais un rictus nerveux tirait ses lèvres. Monsieur Laurin s'interposa. Aux récréations suivantes, la persécution ne se manifesta plus que par le silence et l'isolement soigneusement fait autour du petit. Il y parut indifférent et joua dans un coin avec ses billes. Le soir, il ramassa les fleurs d'acacia et s'assit à l'écart pour les trier dans son tablier. Mais, en feignant de se poursuivre, deux moyens le bousculèrent et dispersèrent sa récolte. Un grand remords m'envahit. Au dortoir, les lampes éteintes, j'entendis un bruit de sanglots. Je me levai, c'était bien Charlot qui pleurait, la tête à demi cachée par les couvertures, sous lesquelles il tentait d'étouffer la plus violente crise de larmes. Je me penchai et voulus le découvrir, mais ses yeux brillants me fixèrent avec colère, et se détournant de moi, il me dit « Va-t'en ». Je le laissai. 2 jours encore, il subit cet ostracisme. Seul Daunis ne se refusait pas à lui répondre. J'aurais aussi souhaité lui parler, mais il me fuyait. Le 3e jour, au matin, il fut malade en étude et remonta se coucher. Le soir, il avait laissé le dortoir pour l'infirmerie. Mes remords devinrent si vifs que je ne pouvais guère penser à autre chose qu'à ma conduite envers Charlot. Je profitai du tumulte, au début d'une récréation de 4 heures, pour gagner l'infirmerie. Le cœur battant, j'en poussai la porte. Au bruit que je fis,
quelque chose de noir bondit de la couche et sortit entre mes jambes. « C'est la chatte que tu fais sauver, » me dit le petit malade. Et il me pria de ne pas refermer afin qu'elle pût revenir. Il ne souffrait pas, mais il ressentait une grande fatigue qui lui donnait l'impression d'être sans eau. Il s'occupait à dessiner au crayon de couleur des paysages. Il voulut m'en donner un. Le soleil qui s'y trouvait représenté, orné de ses rayons, ressemblait à un gros infusoire. Je lui appris que je m'étais échappé de la cour pour lui rendre visite. Il m'écoutait en souriant, mais semblait peu touché de l'amitié que je faisais paraître et dont j'avais pris soin de le désabuser. Il ne s'ennuyait pas. La maîtresse lingère le soignait avec bonté, on lui donnait des livres, et la chatte lui tenait compagnie. « La chatte aveugle ?» lui demandai-je, en m'étonnant qu'il l'eût apprivoisée. On appelait ainsi la bête à cause de ses yeux, dont l'un était mort et l'autre mi-clos. Nous l'apercevions parfois se sauvant comme nous entrions au dortoir ou au réfectoire. Les garçons, de qui le coup de pied ne pouvait l'atteindre, l'appelaient « sale taupe », en lui criant qu'elle n'était pas si aveugle qu'elle en avait l'air. Personne ne pouvait se vanter de l'avoir approchée. Charlot me conta qu'un cauchemar l'ayant réveillé au cours de sa première nuit à l'infirmerie, il avait fait fuir en se débattant la chatte couchée sur lui. Elle était revenue peu après s'installer à ses pieds et lui continuait depuis ses visites. Soudain, je la vis accroupie à l'autre bout de la pièce et qui nous observait. Je songeais à des histoires entendues d'enfants étouffés par des chats, à ces bêtes des contrées chaudes qui saignent les dormeurs sous l'oreille pour boire tout leur sang, et je recommandais à Charlot la prudence. Il semblait lui tarder que je partisse. Il regardait vers la taupe en l'appelant doucement. Elle tressaillit lorsque je me levai, puis demeura. Les stores baissés répandaient une clarté blonde. J'aperçus en les écartant la campagne lumineuse et confuse au loin. Je crus y reconnaître la grangère à son toit parmi des arbres et mon cœur battit. Charlot avait recommencé de lire. La chatte blottie à son côté pétrissait la couverture en ronronnant. Je n'osai pas les déranger encore et sortis avec le dessin que j'emportais. Depuis mon entrée au collège, j'avais suivi le petit catéchisme et travaillé de mon mieux avec l'aumônier qui était très bon, mais que nous ne voyions que 2 fois la semaine. Il nous laissa tout à fait lorsque, l'époque de la première communion venue, il lui fallut s'occuper des retraitants. Ils étaient une dizaine, tous de notre étude, parmi lesquels Florent, Gernon, Mouque, Terrouet et quelques externes. 8 jours avant la date fixée pour la fête, ils cessèrent de vivre avec nous pour n'être plus que sous la garde de l'aumônier. On les enviait beaucoup. Ils mangeaient à part à midi et jouaient dans le jardin, où l'aumônier ne craignait pas de leur envoyer la balle. Le plus souvent, il les emmenait dans la campagne ou chez un de ses parents qui possédait aux environs une propriété plantée d'arbres. On y goûtait et l'on jouait au croquet. Nos camarades ne nous rejoignaient qu'à la récréation précédant le coucher. Ils continuaient de rester groupés, un peu fiers des distinctions dont ils se voyaient l'objet, attentifs à rester graves et presque froids avec ceux qui tentaient de se mêler à eux. Je n'osais les approcher. Ils m'apparaissaient au-dessus des autres et touchés d'une grâce que je leur enviais. Des chœurs étaient organisés pour contribuer à l'éclat des cérémonies. J'y avais ma place, ainsi que presque tous les jeunes de l'étude. Charlot, revenu parmi nous, se faisait remarquer par la justesse et l'acuité de sa voix, qui semblait bien plutôt, dans la chapelle, descendre de la voûte que s'élever du sol. Il avait un grand plaisir à chanter et ne cessait plus de fredonner l'air du solo qui lui était confié. Son indisposition avait mis fin à la quarantaine, mais c'était lui maintenant qui s'isolait et paraissait dédaigner les autres. Je n'osais pas encore aller à lui, mais je l'écoutais de toute mon âme, lorsqu'au milieu du chœur, son chant s'élevait si pur que l'harmonium paraissait hésiter à le suivre et ne l'accompagnait plus qu'en sourdine. Au matin du grand jour, la cour s'emplit d'une foule parée où les mères se distinguaient par l'élégance de leur toilette. Les fillettes, vêtues de clair et les cheveux bouclés, se tenaient près de leurs frères et semblaient craindre qu'on les oubliât. Les communiants, demeurés après nous au dortoir, entrèrent en file dans la chapelle déjà emplie. Leurs mains jointes portaient le chapelet cliquetant, leur bras gauche s'ornait d'un nœud de satin, leur maintien demeurait si grave qu'ils passèrent en étrangers parmi nous, qui nous donnions tout à eux. Gernon qui, disait-on, avait rêvé tout haut, ne baissait pas ses yeux clairs,
mais il les tenait si fixement arrêtés devant lui qu'ils semblaient plus clos encore que ceux des autres, et que nul regard n'y aurait pu pénétrer. Terrouet, au contraire, qui rougit dès l'entrée, me parut moins lointain, malgré l'ombre des cils sagement appliqués sur la joue. Je sentis qu'il restait avec nous, de ce côté-ci de la vie, alors que les autres, Gernon surtout, devaient voler au-delà, comme Charlot qui béait, la tête inclinée, les mains en repos sur les genoux. L'aumônier voulut exhorter encore ceux qu'il appelait ses enfants. Il leur parla des célestes jardins dont ils étaient en ce jour les fleurs pures, et du Seigneur qui allait venir parmi leurs âmes pour les cueillir. Les mères se tenaient sur des chaises placées derrière chacun des communiants. Au moment où le prêtre descendait avec l'hostie, j'en vis une qui pleurait. Ma pensée fut alors tout à coup et si fortement retournée vers ma mère que des larmes me vinrent aux yeux et que je me mis à les répandre, y trouvant un amer plaisir. Mes camarades s'en étonnaient entre eux et je dus bientôt m'essuyer le visage car il nous fallut sortir les premiers et en ordre. Les familles nous suivirent et emmenèrent nos camarades que nous ne pûmes revoir de la matinée. Tout le monde revint à l'heure des vêpres. Ma tante me fit la surprise de s'y rendre pour entendre les chœurs dont je lui avais beaucoup parlé. Après la cérémonie, les communiants s'avancèrent enfin vers nous pour nous offrir des images pieuses derrière lesquelles étaient leurs noms. Mouque m'en donna une, où des fleurs entouraient un calice. J'en reçus d'autres qu'illustraient des anges ou la face douloureuse de Jésus. Celle de Garnon portait, en lettres dorées, le ciel et dans mon cœur. Je les regardais toutes longuement. La cour était pleine de causeries et de rires discrets. Le directeur, heureux, complimentait les parents. La foule s'écoulait peu à peu et chaque groupe emmenait un communiant qui en était le centre. Massés à l'extrémité de la cour, sous la garde distraite d'un maître, nous regardions finir la fête en comparant les souvenirs que nous avions reçus, et je me sentais triste et comme banni d'une joie que d'autres avaient goûtée. Demeurer en deçà d'un beau pays qu'ils venaient de connaître et dont les images que je tenais semblaient des choses rapportées pour nous qui n'y avions pas été. Les nuits devenaient chaudes. Les plus grands insistaient pour qu'après le coucher, M. Laurin ouvrît les fenêtres. Il n'y consentit point d'abord, puis s'y décida en mettant à cette faveur la condition de notre plus parfait silence. On n'allumait plus les lampes. Une lueur diffuse entrait par les baies. Sagement étendus, nous goûtions le plaisir de sentir s'alléger l'atmosphère et la fraîcheur du dehors purifier l'air autour de nous. Je voyais de mon lit tout un morceau du ciel pâle qui s'obscurcissait peu à peu jusqu'à laisser paraître les étoiles. La première était menue, intermittente dans sa clarté, et je restais incertain de l'avoir vue. Elle se précisait cependant et d'autres naissaient autour d'elle. Il y en avait une plus brillante dont j'aurais voulu savoir le nom. Ma mère m'avait appris à reconnaître le petit et le grand chariot, Orion et la Pléiade, mais elle devait passer plus haut dans la nue, car je ne les apercevais pas. Je me contentais de mon étoile. Elle paraissait me voir et me dire « c'est pour toi que je luis ». En clignant un peu, il semblait qu'elle tendît jusqu'à mes paupières un de ses rayons devenus visibles, et que je l'allais saisir avec la main. Je la baptisais « petite abeille ». Et roulais ma tête à droite et à gauche sur le traversin pour croire que c'était elle qui dansait. J'en vins à lui conter mes peines et à lui donner des commissions pour le bon Dieu. Mais, peu à peu, elle disparut du cadre de la fenêtre et celles qui l'y remplacèrent ne me parurent pas aussi aimables. Des parfums entraient avec le vent, j'y reconnaissais l'arôme des tilleuls fleuris dans toute la ville, ou celui, plus aigu, d'un jardin couvert de chèvrefeuilles qui s'étendait de l'autre côté de la rue. Une odeur de terre arrosée en montait encore, très forte parfois. M. Laurin s'accoudait à l'une des fenêtres jusqu'à ce que, le dortoir endormi, il les refermât toutes. Il ne fallut bientôt plus le prier pour les lui faire ouvrir. La chaleur crut si bien qu'on ne put songer à nous priver d'une aération nécessaire après le déshabillage. Dès lors, notre sagesse diminua. Des rires naissaient pour la chanson d'un passant, pour une conversation entendue, et obligeaient le maître à revenir au milieu de nous. Chaque soir, le même bruit de pas et de voix contenues annonçait un pensionnat de fillettes que leur maîtresse ramenait de promenade à la tombée de la nuit. Une toux générale secouait alors les lits parce qu'on avait cru comprendre qu'à ce moment-là, M. Laurin quittait plus difficilement la fenêtre.
après une de ces espiègleries, il les ferma pour nous punir, et, malgré le murmure que nous fîmes entendre, il nous fallut nous endormir sans qu'elles fussent rouvertes. Par la suite, il ne s'en approcha plus que le sommeil ne nous eût tous gagnés. Après les avoir refermées, il se mettait à travailler dans l'alcôve, à l'aide d'une petite lampe. Il ne put continuer parce qu'un élève se plaignit de ce que cette clarté l'empêchait de dormir. Alors il demeura chaque soir plus longtemps à la fenêtre qui touchait l'alcôve. Ceux qui se réveillaient disaient l'y voir à toute heure. Je l'y surpris un jour en ouvrant les yeux dès l'aurore. La légende s'établit qu'il ne se couchait pas. Un matin, après une nuit trop chaude, je me sentis si las que je demandai de rester au lit. Je demeurai seul dans le dortoir désert où la plus lourde torpeur m'accabla. Mon engourdissement cessait par intermittence. Mes yeux, un instant entr'ouverts, suivaient au carreau le défilé moutonnant des nuages sur le ciel d'un bleu dur et se refermaient. À l'un de ces demi-réveils, après midi, je trouvai mon déjeuner dans un plateau posé près de moi sur une chaise, et, sur le lit de Rupert, la taupe, accroupie, qui me guettait. Je n'avais guère faim et partageais volontiers avec elle, qui me rappelait Charlot, mais je n'osais plus me rendormir. Au bout d'un instant, elle se risqua près de moi et me laissa caresser sa fourrure sèche. Elle semblait très nerveuse et se tordait sous ma main qu'elle mordillait en la retenant entre ses griffes à demi tirées. Je voulus par jeu lui rebrousser le poil, j'en éprouvai sur les doigts 1000 piqûres. Elle cracha, bondit et disparut. Bientôt après, le ciel s'obscurcit, la nuit se fit dans la longue pièce et la pluie battit les vitres, en même temps qu'un roulement lointain annonçait l'orage. Il monta rapidement, et la maison trembla bien vite de ses coups dont l'écho s'éteignait dans le ruissellement de l'averse. Je me blottis sous les couvertures, mais les éclairs m'y venaient chercher, et chaque détonation retentissait dans mon cœur. Je me serais sauvé si je n'avais craint de traverser le dortoir dont les 8 fenêtres s'illuminaient à la fois. Il y eut une explosion terrible qui me fit croire que le toit s'effondrait, et je restai les dents serrées sans plus bouger. Mais le tumulte s'apaisa, de sourds grondements traînèrent encore sur la campagne, puis la pluie seule continua de bruire comme un fleuve qui eût passé. Je demeurai oppressé et fiévreux. L'ombre vint de bonne heure et toutes mes frayeurs avec elle. J'eusse souhaité la présence de la taupe. Je ne pus que me raidir et, la couverture aux oreilles, attendre l'heure du coucher. Je retrouvai enfin la paix avec le voisinage de mes camarades. Rupert se pencha pour me demander si j'avais entendu le tonnerre et me dire que la foudre avait abattu un des arbres de la grande cour. Je ne sais ce qui m'émut le plus de la catastrophe ou de sa confidence, mais je pus enfin m'endormir malgré le fredonnement des moustiques qui voletaient autour de moi. Le lendemain, je me persuadai de ma guérison, tant je craignais une nouvelle journée solitaire, et aussi parce qu'il me tardait de voir l'arbre tomber. Les grands l'entouraient quand nous descendîmes, et, comme il se trouvait dans la cour, il nous fallut nous contenter de le considérer de la barrière contre laquelle toute notre division se rassembla. Le vent l'avait jeté sur le mur de clôture qui s'était éboulé sous lui. Une brèche, en demi-lune, laissait deviner, à travers la masse touffue de l'ormeau, un jardin profond dont nous ne voyions d'ordinaire que les hauts feuillages balancés. La plus vive curiosité nous tenait d'approcher de la brèche. Elle devint irrésistible pour moi lorsque 2 jours après, l'arbre, débité et enlevé, le parc voisin fut visible. Durant la classe de l'après-midi, j'affectai un grand besoin de sortir et, l'autorisation obtenue, je courus vers la brèche où nul regard ne pouvait me suivre. Ce fut presque sur la pointe des pieds que je m'en approchai et me penchai sur l'échancrure. Une allée passait devant moi et se perdait sous de lourds ombrages. Des arbres que je ne connaissais pas semblaient me bannir du lent mouvement de leurs palmes. Un sapin montait et ses branches parallèles faisaient le geste d'écarter, à droite et à gauche, d'invisibles présences. À ses pieds, bordant l'allée, des corolles plus grosses qu'un oiseau s'élançaient parmi des feuilles en lame de sabre. Soudain, je crus voir, dans le fond, une forme blanche qui venait se baissant de çà, de là, comme pour obéir au rythme d'une danse. J'en vins à distinguer une dame en robe claire et qui cueillait des fleurs. Je la laissai s'approcher jusqu'à ce qu'en se relevant une fois encore, elle m'aperçût.
Elle tenait à pleins bras les longues tiges couchées, et me sourit. Je la vis venir à moi, couper entre les lances une fleur qu'elle me tendit. Le sentiment que j'éprouvai alors de sa réalité me remplit de confusion et me fit me sauver sans un mot avec cette fleur que je n'avais jamais vue et que je sus depuis être un iris. Une délicate senteur se dégageait des 3 pétales recourbés sur le calice. La nervure des autres était velue comme une chenille. Je brisai la tige et dissimulai la fleur pour regagner la classe, où je rêvai longtemps à l'étrange manière dont ce présent m'était venu. Le soir, en étude, pour l'admirer encore, je la déposai sur ma table, entre 2 livres épais qui la dérobaient aux yeux du maître. Elle fut vite l'objet des convoitises. Personne ne savait d'où je la tenais, et, sous différents prétextes, chacun se leva pour la venir voir. Je dis à Courtot qui m'interrogeait qu'elle naissait d'une plante rare rapportée des contrées chaudes, et que les parterres de ma tante en étaient couverts. À Rupert, en cachette, je confiai sa provenance véritable, en lui disant cependant que c'était moi qui l'avais cueillie dans le mystérieux jardin. Sur-le-champ, il demanda de sortir, et, comme lorsqu'il revint je m'étonnais de lui voir les mains vides, il me dit qu'il avait seulement voulu se rendre compte du lieu où étaient les fleurs, et m'assura qu'il irait dans la nuit les cueillir toutes. Dès le coucher, je me défendis contre le sommeil pour guetter Rupert, que j'aurais voulu suivre dans l'audacieuse expédition. Mais il s'endormit des premiers, comme d'habitude, et moi-même je ne pus veiller bien longtemps. Mes yeux se rouvrirent vers le milieu de la nuit et se portèrent sur le lit voisin qu'ils crurent voir désert. Je ne doutai plus que Rupert fût parti et me vêtis en hâte pour le rejoindre. On ne fermait à clef que la porte du fond. Celle de l'escalier restait libre. On pouvait par là gagner la cour. J'eus vite fait d'y descendre. Le feuillage profond des ormeaux dormait sous un ciel constellé où montait une lune cornue. J'allai d'arbre en arbre, parmi l'ombre plus dense à leurs pieds, et j'atteignis la brèche au bord de laquelle je risquais mes regards. Rien ne bougeait, j'appelai Rupert à mi-voix et me décidai à franchir les pierres écroulées. Je me trouvais dans un gazon humide dont je sentis la fraîcheur à travers mes souliers où mes pieds étaient nus. J'avançai prudemment jusqu'à l'allée. Elle semblait un fleuve clair, au-delà duquel le sapin noir gardait la masse ténébreuse du parc. Les fleurs n'étaient pas coupées. Je me dis que Rupert avait dû s'engager sous les arbres et je n'hésitai pas à y pénétrer. Bientôt une nuit complète se fit autour de moi, les arbres m'enveloppaient et me considéraient du haut de leurs cimes, entre lesquelles nulle étoile ne brillait plus. L'un d'eux m'atteignit d'une branche, une forme blanche apparut sur un socle en face de moi. J'appelai Rupert, son souvenir gardait mon courage. Cependant, je cherchais à fuir et je pris au hasard les sentiers qui se trouvaient sous mes pas. Je ne réussis qu'à m'égarer davantage. Quelque chose ayant brui derrière moi, je fus saisi de terreur panique et me jetai follement à travers les bosquets. Chaque arbuste me flagellait au passage et retardait ma course. Des pas se précipitaient sur les miens, la nuit et le parc conspiraient à mon épouvante. Je crus jeter sur l'abîme un petit pont sous lequel je vis briller les astres. J'errais de nouveau, je ne sais comment je me retrouvai en face de la brèche. Je passai le mur, franchis les cours et regagnai le dortoir où je me précipitai sur mon lit. Rupert ne paraissait pas avoir quitté le sien. Il y dormait, à demi découvert, d'un sommeil paisible. Il me sembla que je m'éveillais. Le dortoir était calme, plein d'une ombre bleue où la veilleuse palpitait. Mais je demeurai frémissant jusqu'à l'aube avec, par instants, l'illusion d'être encore poursuivi. Le lendemain, des ouvriers remaçonnèrent l'ouverture et du grand jardin disparu, il ne resta au-dessus du mur que les têtes d'arbres oscillantes qui semblaient me faire signe de garder mon secret. Vers cette époque, Segonde m'ayant porté des cerises, je vins au goûter m'asseoir près de Bereng qui mangeait son pain sec en étudiant une fable. Je l'invitai à puiser avec moi dans le tas de fruits que je mis entre nous deux. Les cerises étaient dures et lourdes et d'une belle couleur vernie de sang caillé. Nos lèvres, à leur contact, se teignirent et tachèrent de violet le pain où nous mordions. Bereng lançait loin de lui les noyaux humides en les serrant entre l'index et le pouce. De temps à autre, il jetait un coup d'œil sur son livre. Soudain, il me le tendit pour que je lui fisse réciter sa leçon. C'étaient les 2 amis de La Fontaine. Il prononça, en détachant bien les syllabes,
2 vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartînt à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Il ne devait apprendre que jusqu'à ce passage. Lequel aimer le mieux, que t'en semble, lecteur? Mais je lus d'un trait tout le reste, tant la fable me parut belle, et je revins à ce vers qu'un ami véritable est une douce chose. Je le montrai à Bereng qui, à son tour, lorsque nous fûmes en étude, me fit passer son livre de lecture ouvert à une poésie de Ducis, sur l'amitié. Je l'en remerciai en souriant. Peu après, je reçus un quatrain d'inspiration analogue, dont les vers, s'ils me semblaient moins harmonieux que ceux que je venais de lire, avaient ce mérite de s'adresser à moi. Le soir, Bereng me tendit la main en laissant les rangs au dortoir. Dès lors, nous nous retrouvâmes pour causer aux récréations, après qu'en études nous nous étions souvent retournés l'un vers l'autre. Bereng me parlait de son pays, de ses villégiatures de vacances. Il greffait sur ses souvenirs d'impressionnantes aventures, au récit desquelles je le fixais, la bouche ouverte et les yeux ronds, jusqu'à ce qu'il s'égayât de mon expression naïve et nommât le bouquin qui lui permettait de m'ébahir. Il mettait à cela tant de bonne grâce que je ne pouvais lui en vouloir et faisais, dès le lendemain, le même état de sa parole. Il s'embarrassait dans de longues phrases, dont il ne sortait qu'en s'essoufflant, et souvent un mot caractéristique retenu de ses lectures, et dont il faussait le sens, ajoutait du plaisant à son discours. Notre bonne entente fut vite connue. Courtot la publia en inscrivant au tableau nos 2 noms dans une accolade. Je dus subir les compliments déclamatoires de Terrouet, qui rédigea même une épître où se trouvait incluse toute une phrase de l'épitome relative à Castor et Pollux. Il me suivait, plié en 2, le béret à la main, en insinuant que M. Gilles devait fort goûter le beau langage et les hautes imaginations pour montrer une telle préférence envers le rare conteur que l'établissement s'honorait de posséder. Bereng, obsédé de ces espiègleries, le menaçait avec tant de colère qu'il ne pouvait achever sa phrase et provoquait le rire inextinguible de notre persécuteur. Puis on s'habitua à nous voir ensemble et on nous laissa tranquilles. De jour en jour, Bereng me plaisait mieux, et l'autorité que je lui laissais prendre dans nos rapports m'attachait à lui davantage. Il venait de lui-même s'asseoir près de mon goûter et j'avais grand bonheur à partager avec lui. De son côté, dès qu'il recevait de l'argent, il se faisait apporter par les externes des sucreries de couleur dont je mangeais bien ma part. Sa famille, une fois, lui envoya une boîte de chocolat qu'il ouvrit devant moi. C'étaient de petites plaques rondes, toutes vêtues de papier argenté. « Ça vaut 5 francs, me dit-il, en m'en tendant une. Et j'étais tenté de le croire, tant j'avais de plaisir de ce don. Le soir même, j'écrivis à ma mère que j'avais un ami et que j'allais l'amener prochainement à la Grangère. Peu de temps après, je fus surpris pendant une récréation de 4 heures d'être appelé au dortoir et d'y trouver ma mère. Elle m'enveloppa de ses bras. Mon père était de nouveau souffrant et l'on avait pensé que la campagne lui serait favorable. Il se trouvait à la Grangère où je devais le voir dès le jour suivant, qui était un dimanche. Ma mère me pria de ne point amener de camarade en me représentant combien un malade avait besoin de quiétude, et me recommanda à ce propos de me montrer raisonnable, afin que mon père retrouvât avec bonheur un enfant tout à fait sage. Je demeurai toute la soirée préoccupé de l'idée de revoir mon père, et, dans la crainte de ne pas lui manifester assez de joie, je cherchais le souvenir de toutes les bontés dont il avait comblé ma petite enfance. Je me rappelais la constante exubérance de son affection, son empressement à satisfaire tous mes désirs, qui me l'avait fait d'abord préférer à ma mère. Son essai de m'enseigner le piano en dépit de mon inhabileté et de l'impatience que lui donnait cette timidité dont je ne me pouvais départir en sa présence et que doublait le sentiment de ma maladresse. Je me jurai d'être naturel et qu'il n'aurait pas lieu de me reprendre en quoi que ce fût. Je me tourmentais si bien dans le temps que la voiture mit à me conduire du collège à la maison que, malgré l'accueil affectueux de mon père, je ne pus trouver mes mots tant que je fus devant lui. Mes yeux se baissaient malgré moi, ma pensée demeurait incertaine, et je souffrais cruellement de ne rien pouvoir lui exprimer de ma tendresse. Par bonheur, au cours de cette entrevue, et ensuite, pendant le repas,
Ma mère se répandit en explications sur mon travail et sur ma conduite dont le directeur l'avait la veille entretenue. J'achevai l'après-midi au jardin dans le plus grand ennui de ma sottise et le vif désir de la réparer au plus tôt. J'entendis mon père qui tentait d'accorder le piano demeuré comme les autres meubles dans la chambre de cette jeune cousine morte dont j'avais quelquefois ouï parler. Il dut y renoncer et sortit. Il ne parut pas au dîner et je partis sans le revoir car il me fallut regagner le soir même le collège. Ma chambre était nécessaire à mes parents et l'on n'avait pas eu le temps de préparer celle qui, dans l'autre aile, allait devenir la mienne. Ma tante me promit toutefois qu'elle serait prête pour le prochain congé. J'y devais loger au-dessous de la mansarde de seconde et mes fenêtres ouvriraient sur le jardin. Les dimanches suivants, je pus en effet demeurer la journée entière à la grangère et ne repartir que le lendemain. Mon père se trouvait mieux et, pensant prolonger son séjour, il avait fait apporter son piano qu'on avait installé au salon et dont il jouait la journée entière. Je ne le voyais qu'au repas, mais je m'habituais de mieux en mieux à sa présence à mesure qu'il semblait ignorer la mienne. Je me plaisais à l'écouter jouer dans le calme de l'après-midi finissante. Les accords peuplaient les ombrages, j'assistais à d'imaginaires danses, à des défilés funèbres ou guerriers. Le piano parfois se taisait. Ma mère devait interrompre mon père pour lui porter quelques breuvages, causer avec lui, lui conseiller le repos. Le concert reprenait après dîner et durait assez tard pour que je pusse m'endormir en musique, dans ma chambre, située précisément au-dessus du salon. Je luttais, autant que possible, toutefois, contre un sommeil trop prompt, surtout quand il arrivait que ma mère chantât, car j'avais plaisir à retrouver sa voix et les lieds dans lesquels mon père aimait l'accompagner. Pour ne les avoir jamais entendus que de loin, j'en ignorais les paroles, mais la musique suffisait à me les rendre intelligibles, et leurs appels tendres, leurs mystérieuses implorations excitaient en moi les plus hauts sentiments. Je me laissais aller à ouvrir la fenêtre au risque d'être surpris et grondé, parce que mon plaisir était plus vif de les entendre dans le décor nocturne des feuillages. Les branches semblaient vibrer comme moi-même, et leurs feuilles légèrement remuées de vent frais ajoutaient au chant leur bruissement harmonieux. Je ne pouvais penser à autre chose au long des classes du lendemain, et Bereng qui, dès le samedi, me voyait dans l'attente fiévreuse du dimanche, m'accablait au retour de questions sur la grangère et la façon dont je m'y divertissais. Il y eut un jour où je me réfugiai, au cours d'une récréation, dans une classe qu'éclairait une baie à vitres dépolies sur lesquelles je me faisais un jeu de suivre l'ombre projetée par les élèves qui passaient. J'y voyais leurs vivantes caricatures, et la silhouette de certains camarades évoquait précisément l'animal auquel je les eusse en secret comparés. Il en vint deux qui stationnèrent, et que je reconnus être Bereng et Courtot. Leurs voix, qui d'autre part me les désignèrent, me parvenaient très nettement. Je ne fus pas longtemps à comprendre qu'ils s'entretenaient de moi. Bereng expliquait à Courtot comment, d'après ce que je lui avais dit, une indisposition de ma tante empêchait que je remplisse ma promesse de le faire sortir un dimanche. Mais Courtot se montrait sceptique. Il tenait d'un externe la nouvelle que mes parents séjournaient à la grangère, et Bereng s'étonnait que je ne lui en eusse pas fait part. « Il ne te fera jamais venir tant qu'ils y seront, » fit Courtot. Comme Bereng le questionnait, « Ce n'est pas sa tante, reprit-il, qui est malade, c'est son père. » Et Bereng l'ayant interrogé de nouveau, Courtot ne répondit pas tout de suite, mais je vis l'ombre de sa main se porter vers l'ombre de son front, et je compris qu'il se penchait pour parler bas. Monsieur Laurin n'avait pas cru devoir se présenter à l'examen de licence. Il ne travaillait plus guère, devenait irritable, et Fortin, qui recommençait à se mal tenir, le lassait. Il arriva à cet élève de prononcer à mi-voix un mot très grossier, ce pourquoi Monsieur Laurin l'appela à la chaire. Fortin jura n'avoir rien dit et feignit ignorer de quelle faute on le voulait coupable. Le directeur, saisi de ce nouveau méfait, le condamna à rester au lit jusqu'à ce que la mémoire lui revînt et qu'il se fût excusé de son insolence. L'étude compta les jours, Fortin en laissa passer 3 et s'exécuta enfin avec tant de coléreuse fierté que l'expulsion dut lui être annoncée pour la prochaine incartade. Il ne tarda pas à se dissiper de nouveau et retourna sur-le-champ dans sa famille. L'étude en recouvra la tranquillité, mais les moyens s'agitaient.
Leur maître, qui en avait momentanément triomphé par des punitions répétées, n'en était que plus haï. Les initiales P. B. dont il signait les cahiers de correspondance lui avaient valu le surnom de pelle-bêche, et le tableau s'illustrait chaque jour du dessin de cet instrument aratoire que l'on en vint, pour plus de commodité, à schématiser et à reproduire partout. Les sanctions s'usaient d'être trop souvent appliquées et le zéro de conduite n'avait plus que peu d'effet. Videux menait lutte ouverte et toute sa division le suivait. Il y eut une large huée un matin à l'entrée de leur maître dans la cour. Une retenue générale fit se déclarer 3 coupables. Mais leur chef n'était pas parmi eux et continuait d'organiser le désordre. Il commit enfin une faute qui le perdit. Ce fut d'adresser à l'un de ses lieutenants un billet circonstancié au sujet d'un chahut préparé pour la nuit suivante. Le billet, égaré, vint aux mains du directeur qui en isola l'auteur et fit décréter son renvoi au conseil de discipline. Mais l'étude donna encore bien du mal à son maître qui ne réussit pas à se faire adopter. D'ailleurs, comme à l'approche de Pâques, chacun s'énervait dans l'attente d'une délivrance prochaine, la crainte des semonces ou du pensum s'atténuait et je constatais en moi-même une propension surprenante à me divertir. Bereng avait cessé de prendre à son compte les excentricités qu'il continuait de me narrer. Il s'était décidé, pour s'assurer mon intérêt, à créer un héros auquel il les attribuait toutes. Il l'appela Rémi et lui fit connaître pour mon plaisir tous les avatars et de rares disgrâces. Il préparait son récit durant la classe et l'agrémentait ensuite à mesure qu'il me le rapportait. Au cours d'une leçon, l'inspiration lui venait parfois de façon que nous fussions sortis pour m'en donner connaissance par signes. Et c'était entre nous une télégraphie à quoi les autres ne comprenaient rien. Un après-midi de chaleur excessive, le professeur d'histoire, nous sentant distraits, fit lire à haute voix quelques anecdotes. L'une d'elles me frappa, qui relatait l'aventure du roi Charles VI dans la forêt du Mans. La porte ouverte sur la cour laissait voir les feuillages ensoleillés sous lesquels palpitait une ombre dense. Les oiseaux se taisaient, mais les cigales ne cessaient pas de faire entendre leurs crissements. Daunis, à mon côté, les yeux lourds, se laissait glisser entre le banc et la table. Ses cheveux lui couvraient à demi l'oreille. J'imaginais, d'après son profil, les pages de la suite royale, et je voyais Charles VI s'avancer pesamment. Soudain, l'homme demi-nu s'élançait d'entre les branches. « Arrête, noble sire, tu es trahi !» La chevauchée ininterrompue reprenait dans la torpeur d'un jour semblable sans doute à celui qui nous accablait, puis c'était l'éclair du soleil sur un casque, le cri du roi et sa ruée sur les chevaliers français. Une étrange impression me restait de cette lecture, et j'en rêvais au lieu d'écouter la suivante. Quand Bereng se retourna et me montra son visage illuminé d'un rire qu'il s'efforçait en vain avec la main d'enfermer dans sa bouche. Je m'égayais déjà de le voir en cet état et me préparais à recueillir quelque fantaisie nouvelle, mais il lui était impossible de me la communiquer tant il s'en trouvait agité. Enfin, il saisit son atlas recouvert de papier sombre, y traça en hâte ce qu'il voulait me faire savoir et tourna l'écriteau de mon côté. J'y lus « Rémi va devenir fou ». Je ne sais si ce fut l'imprévu de la catastrophe ou la mine effarée de nos voisins nous regardant alternativement, mais le rire me prit si bien que je ne pus le cacher au professeur qui m'appela. Je ne recouvrais mon sérieux qu'à m'entendre demander de rapporter ce que l'on venait de lire. Mon angoisse se traduisit par le regard dont je parcourus la classe. Mon malheur voulut que mes yeux rencontrassent les yeux de Bereng. Subitement, une nouvelle crise me tordit, si violente que je dus m'appuyer au mur, le front sur mon bras replié. Le professeur se leva et me découvrit le visage. Je n'étais plus capable d'arrêter mes éclats. Les larmes coulaient de mes yeux et mes mains se portèrent à ma gorge où il me semblait que l'air ne passait plus. Le maître m'attira contre lui et demanda de l'eau, dont il baigna mes tempes. La classe était pleine d'étonnement. La cloche qui sonnait la sortie parut à peine l'émouvoir. Mes camarades s'éloignèrent enfin sur l'ordre du maître et je fus autorisé à demeurer jusqu'à ce que j'eusse recouvré mon calme. Jour à jour, juillet s'achevait. On recommençait de compter les heures, les minutes, les secondes, et le travail général se ralentissait de plus en plus jusqu'à ne consister pendant les classes qu'en lectures et récits que les professeurs nous faisaient. Bien des externes avaient cessé de venir.
Les autres apportaient des flacons de formes variées et pleins de boissons colorées dont ils prétendaient se rafraîchir. La chaleur de leurs mains et le soin qu'ils prenaient d'agiter sans cesse ces liquides en faisaient quelque chose de trouble et de mousseux. J'en vins assez vite à préférer l'eau de la fontaine. La répartition des prix nous procurait l'objet de discussions quotidiennes. J'espérais quelque chose en français, où j'avais été souvent deuxième, avec peut-être un accessit d'histoire et géographie et un autre de grammaire. On attribuait l'excellence à Mouque. Terrouet comptait sur le prix de thème, mais nous eûmes bientôt un plus pressant sujet de nous émouvoir. Le directeur vint annoncer en étude que les deux divisions se réuniraient séparément le lendemain soir pour désigner chacune par leur suffrage un lauréat au prix de camaraderie. Rupert sembla tout indiquer chez nous et son triomphe apparut certain. Bereng seul y mit opposition. Je n'avais jamais fait part à celui-ci de mon admiration pour notre camarade, mais il l'avait senti à me voir m'arrêter afin de le regarder courir, jeter la balle ou bondir légèrement. Bereng m'attaquait à ce sujet et s'efforçait à détruire mon estime pour celui qu'il appelait le rat des champs. Il le dépréciait en raillant sa lenteur à l'étude et faisait de la force, de l'adresse au jeu une compensation mesquine et presque la preuve de l'infériorité intellectuelle. Il affectait, en passant près de Rupert, de déclamer quelques vers de la fable à laquelle il avait emprunté le surnom qu'il lui donnait. Rupert, qui s'en souciait peu, se contentait de l'effrayer en paraissant le viser avec la balle. Bereng s'entourait aussitôt la tête de ses bras et levait une jambe. Puis, rien ne venant, il se risquait à se découvrir, et c'était à ce moment-là que Rupert attendait pour tirer. Bereng repoussa de tout son pouvoir le choix que l'on avait fait pour l'attribution du prix de camaraderie, et cela devant le candidat lui-même, contre lequel il entreprit un discours tendant à prouver l'erreur qu'il y aurait à couronner la force. Il proposait Daunis, mais la cour ne le suivait pas. Méjean, Courtot, Terrouet parcouraient les groupes en faveur de Rupert. Le dernier, moins par amitié pour le candidat que par esprit de contradiction envers Bereng. Le grand Charlot promettait des coups à son frère si le petit n'usait pas de sa voix comme il convenait. Daunis laissait faire et ne s'assurait même pas un partisan. Bereng, las de combattre, revenait vers moi qui me laissais presque persuadé. Le moment vint vite où la décision dut être prise. Méjean et Terrouet avaient préparé des bulletins au nom de Rupert, Courtot les aidait dans leur distribution, Bereng, qui s'y était pris trop tard, tâchait de placer utilement ce qu'il avait pu faire pour Daunis. J'en reçus des deux sortes, mais promis à Bereng de ne me servir que du sien. Nous fûmes rassemblés, après le dîner, dans la salle de physique. Monsieur Laurin, aidé du surveillant général, recueillit les votes et procéda au dépouillement. Il n'y eut que deux bulletins au nom de Daunis. Celui de Bereng et celui de l'intéressé, un troisième portait « Je vote blanc ». Tous les autres désignaient Rupert. Ma voix aussi lui était allée, je ne pensais pas que son rival serait si dépourvu. Bereng me regarda avec colère, jeta en sortant une phrase où je distinguai le mot « trahison » et s'éloigna en emmenant son candidat malheureux. Il affecta de se tenir à distance, tandis que la cour portait Rupert en triomphe et l'acclamait. Je comprenais ma faute sans en éprouver de remords. Je ne croyais pas que Daunis fût indigne, mais le succès de Rupert me touchait mieux. Le vainqueur, cependant, ne paraissait point croire qu'il m'en dût quelque chose, et tout son groupe m'ignorait. Je tentai de m'y mêler, mais j'en fus chassé comme ennemi. Je me trouvai seul, à l'écart. Bereng gesticulait devant Daunis, Ravet, les mains dans les poches, fouillait du pied le gravier de la cour. Gernon poursuivait Florent qui riait, Charlot sifflotait, les yeux vagues. À leur tour, les grands sortirent de la salle où ils nous avaient succédé et proclamèrent une victoire difficilement remportée. La cloche sonna pour le coucher, je laissai passer tous les autres et montai derrière eux, le cœur gros, les pieds lourds. La dernière semaine commençait. Les entrepreneurs étaient venus reconnaître sous les arbres la place de l'estrade où les prix devaient nous être officiellement décernés. Les cigales ne cessaient plus de vibrer. Mes journées se passaient solitaires, Bereng continuait à me dédaigner. Il se promenait maintenant avec Daunis et lui narrait ses histoires. Lorsque nous nous rencontrions, il affectait d'adresser tout haut à son compagnon des avis en vers tirés de La Fontaine. Je ne les saisissais pas toujours très bien, mais les mots retenus me guidaient pour en retrouver le texte dans le livre de lecture où Bereng se fournissait. Il emprunta ce quatrain, entre autres, à la fable « Le villageois »
et le serpent. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meure enfin misérable. J'appelais les vacances. Elles m'apparaissaient comme un portique ouvert sur de lumineuses prairies, tout au bout du couloir sombre où je devais me traîner encore quelques jours. Tout mon cœur tendait vers elles, et j'aurais voulu dormir jusqu'à leur premier jour. Je sentais autour de moi une suspicion constante, une sourde hostilité que je ne m'expliquais pas. On cessait de parler à mon approche, et quand je passais, des regards me désignaient. Les récréations surtout me lassaient. J'en étais venu à m'asseoir au seuil d'une classe, à regarder errer les autres dans la poussière qu'ils soulevaient, ou choir, une à une, quelques feuilles déjà grillées. Charlot allait et venait devant moi, avec une apparente indifférence, mais je ne pouvais croire qu'il errât sans dessein de mon côté. Bientôt, je le vis s'approcher tenant un objet qu'il examinait. Il leva sur moi des yeux timides et me demanda si je n'avais pas perdu un couteau. En même temps, il me montrait celui qu'il portait, qui était de corne blonde, avec un anneau. Je n'en avais jamais possédé de semblable. Charlot resta près de moi, nous causâmes comme si rien ne s'était passé. Il apportait seulement à s'exprimer un peu moins d'abandon que d'habitude, et moi, je me sentais plus triste de ce qu'il fût venu. Il me tendit la main à la rentrée, et son sourire était tel que j'en eus presque des larmes. Nous continuâmes, ces derniers jours, de nous retrouver ainsi. De plus en plus la solitude se faisait autour de nous. Des hommes clouaient à grands coups les solives de l'estrade. Nous ne travaillions guère que le matin. Le reste de la journée se partageait entre l'étude et la cour où personne ne jouait plus. Un jour, je m'endormis sur ma table et je rêvais être libre. Lorsque je me réveillai, la voix du maître, qui réprimandait un élève, me parut frapper mes oreilles pour la première fois. Ma bouche était amère et mon front était lourd. Des insectes bourdonnaient et le soleil semait des taches rondes sous les arbres. La chatte aveugle traversait la cour. Je repris la vie comme un fardeau. La cloche sonnait la sortie. J'eusse préféré demeurer tant mes membres se refusaient à toute fatigue. J'allais m'étendre au pied d'un arbre où Charlot ne tarda pas à venir me rejoindre. Nos camarades, en groupe devant la chapelle, paraissaient discuter un jeu nouveau. Nous les vîmes se lier tous par la main en une longue chaîne que Rupert en tête commença de dérouler. Il la fit lentement serpenter entre les arbres, évoluer autour de nous, l'animant d'un mouvement de plus en plus rapide à mesure que sa course se précipitait. En passant près de notre arbre, le dernier, qui était Méjean, saisit Charlot par le bras et l'entraîna. Rupert imprima aussitôt à la chaîne un mouvement giratoire tel que Charlot, placé à l'extrémité et ne suffisant pas à multiplier les enjambées, fut lancé comme une balle de fronde dans la poussière de la cour. Il se releva en pleurs et gagna, tout boitant, une classe vers laquelle je me précipitais quand je compris qu'on me réservait un sort semblable. Je me mis à courir pour éviter la poursuite de Méjean qui, fort heureusement, retardé par ceux qu'il tirait à sa suite, ne réussit pas à m'atteindre. La chaîne changea de tactique et parut vouloir se refermer sur moi. Elle barrait la cour entière. Où que je fuis, elle menaçait de ses cent-têtes. Le maître des grands, se promenant dans l'allée, veillait seul aux deux cours. J'aurais vainement appelé à l'aide. Je tentais d'échapper encore, mais chacun des vivants anneaux tendait vers moi. Et bientôt je fus entouré, pressé, bourré par les genoux qui se levaient pour frapper, à défaut des mains liées. Des pieds foulèrent les miens, des faces hurlantes me couvrirent de crachats et d'injures. L'une d'elles cria « Fils de fou !» Je frappais, à droite, à gauche, des pieds et des poings, la tête baissée, je frappais. Une sorte de rage m'avait saisi. Je ne sentais plus les coups reçus, j'en donnais. Il me semblait que l'ennemi n'avait qu'un visage, celui de Rupert ou de Bereng, que je massacrais sur tous les autres. Mais le nombre m'écrasait. La chaîne rompue, les mains libérées m'atteignaient de toutes parts et me forcèrent de reculer. Je me trouvai soudain adossé à la porte du vestibule, elle céda. Je roulais dans le couloir. En me relevant, je vis au fond la grande porte entr'ouverte. J'y courus et m'élançai. La rue, qui m'apparut déserte au soleil de 4 heures, n'arrêta pas mon élan. Elle menait à la campagne. Je la suivis d'un pas précipité. Mes oreilles tintaient encore des injures reçues. Mes joues brûlaient. Mes mains gonflées étaient rouges. J'étais nu-tête. La peur d'être rejoint me fit hâter la marche.
Je m'orientai vers la grangère, seul refuge qui me restât, et sans rien sentir de l'ardeur de la journée, je me pris bientôt à courir. La route était longue, je dus m'arrêter plusieurs fois. Le souffle me manquait quand j'aperçus le toit que je souhaitais. Un nouvel effort me porta jusqu'aux vignes parmi lesquelles je m'engageai. J'atteignis le portail et pris l'allée. Je vis ma mère sous les arbres, je l'appelai et me jetai dans ses bras. Ce furent 3 jours de fièvre et de délire, où l'on craignit que mon cerveau ne résistât point, et qui ne me laissèrent d'autre souvenir que celui d'un réveil apaisé dans le demi-jour d'une chambre où mon premier appel fit se lever ma mère. Les prix étaient donnés depuis la veille. On me montra sur la table le livre rouge et la couronne de papier vert que mon travail m'avait valu. Le collège fermait ses portes, ma mère m'embrassait avec tendresse, je me sentis délivré. Il n'y avait plus en moi que le bonheur de me retrouver à la grangère et le désir de m'étendre à l'ombre tout seul et longtemps dans le jardin.